15 décembre 1944, forêt des Ardennes, Belgique. La neige tombe en flocons lourds, étouffant les craquements des branches sous les bottes. Le vent siffle à travers les pins noirs, portant l'odeur âcre de la poudre et du métal froid. Au loin, les explosions des obus allemands résonnent comme un tonnerre distant, secouant la terre gelée. Vous êtes là, tapis dans une tranchée improvisée, le cœur battant au rythme des rafales de mitrailleuses MG-42 qui crépitent dans l'obscurité. Le sergent Henri Duval, un Français de la 2e division blindée américaine, essuie la sueur de son front malgré le froid mordant. Ses yeux, plissés par la fatigue, scrutent les silhouettes floues de son peloton. 22 hommes, rescapés d'une embuscade éclair, lancée par la 5e division de Panzer SS Das Reich. Ils sont encerclés, piégés dans cette poche boisée comme des rats dans un piège. Henri ajuste la sangle de son M1 Garand, le fusil américain qui lui semble trop lourd ce soir. À ses côtés, le caporal Pierre Laurent, un Alsacien recruté de force par les Allemands avant de déserter pour rejoindre les Alliés, murmure une prière étouffée. « On est cuit, sergent. Les frites ont fermé le cercle. J'entends leur half-track qui grogne là-bas. » Le radio, un gamin de 19 ans nommé Jacques Moreau, tripote frénétiquement son SCR 536, le talkie-walkie qui grésille comme un feu follet. « Allô, base, ici peloton Duval, position compromise, besoin d'appui aérien immédiat. » Mais la réponse n'est que du bruit blanc, avalé par l'averse de neige et les interférences des montagnes environnantes. La nuit est un manteau noir, percé seulement par les éclats orangés des fusées éclairantes que les Allemands lancent pour balayer le terrain. Chaque ombre pourrait être un ennemi. Henri se souvient de l'attaque surprise. Il y a 2 heures, leur convoi de M4 Sherman avançait sur la route N15 quand les Panthers ont surgi des bosquets, leurs canons de 64 litres crachant la mort. 3 tanks alliés en miettes et le peloton à pied forcé de se replier dans cette clairière entourée de ravins. Les Allemands, sous le commandement du lieutenant Klaus Becker, un vétéran de la Wehrmacht endurci par Stalingrad, ont verrouillé les issues avec des mines Teller et des positions de MG-42 camouflées. « Avancez pas, les Yankees, rendez-vous ou crevez !» avait hurlé un sergent SS en français approximatif, son accent teutonique tranchant comme une baïonnette. Dans la tranchée, l'air est chargé de tension. Les hommes transpirent sous leurs uniformes kaki mouillés, leur casque M1 cabossé reflétant faiblement la lueur d'une cigarette interdite que le mitrailleur Louis Bertrand allume en cachette. « Faut qu'on bouge, sergent. Si on reste là, les Stukas vont nous pilonner à l'aube. » Henri hoche la tête, son esprit tournant à 100 à l'heure. Il est un ancien de la résistance, parachuté en Normandie en 44, et il sait que la panique tue plus vite que les balles. « Calmez-vous, on a des grenades, des bazookas, on va trouver une faille. » Mais au fond, il doute. Le peloton est épuisé. Des blessés gémissent doucement, le chargeur des fusils cliquette nerveusement, et l'odeur de la peur, sueur rance et tabac froid, imprègne tout. Soudain, un craquement sec brise le silence. Tous se figent. À travers les flocons, une patrouille allemande émerge. 5 silhouettes en feldgros, armes au poing, leurs MP40 prêtes à cracher. Le plus proche, un unterofficier avec une cicatrice barrant sa joue, avance prudemment, balayant le secteur avec une torche. « Süchen, Sie sind hier irgendwo » grogne-t-il. Henri plaque sa main sur la bouche de Pierre qui s'apprêtait à tirer. Le cœur du peloton bat à tout rompre. Vous sentez la glace de la neige contre votre joue, le poids oppressant du fusil dans vos mains. Les Allemands sont à 30 mètres, leurs bottes foulant la croûte neigeuse. Un faux mouvement, et c'est l'enfer. Henri calcule mentalement. Ils ont 7 secondes avant que la patrouille ne les repère. 7 secondes pour une idée folle, stupide même, née de la désespérance. Il attrape une grenade Mills de sa ceinture, mais non, ce n'est pas ça. Son regard tombe sur le radio. Jacques, dont l'appareil émet un faible bourdonnement. Jacques active le SCR sur fréquence d'urgence, mais attend mon signal. Les hommes le fixent, incrédules. Les Allemands avancent encore, leurs lampes fouillant les buissons. 5 secondes. Henri respire profondément, le froid brûlant ses poumons. 4. Il se penche vers Pierre. Préparez les fusils, mais pas un bruit. 3.
La torche balaie la tranchée. L'unter-officier s'arrête, reniflant l'air comme un chien de chasse. 2 secondes. Henri fait un geste discret, Jacques appuie sur le bouton d'émission, et un sifflement strident jaillit du talkie-walkie. Pas une transmission, mais un court-circuit volontaire, un truc stupide qu'il a appris en sabotant des lignes allemandes en France occupée. Le bruit, amplifié par le silence, résonne comme un cri d'agonie électronique. Les Allemands pivotent, alertés, leurs armes pointées vers le son. 1 seconde. Henri murmure « Feu !» et le peloton explose en une salve coordonnée. Les balles sifflent, fauchant la patrouille dans un chaos de cris et de neige soulevée. L'unter-officier s'effondre, une balle en pleine poitrine, les autres titubent, touchés, avant de riposter à l'aveugle. Mais le peloton galvanisé profite de la confusion. Pierre abat un SS d'une rafale de Thompson. Louis arrose avec sa barre. Le fusil mitrailleur crachant le feu. Les Allemands reculent, hurlant pour alerter leur ligne, mais le truc de 7 secondes a créé une brèche. Le bruit a détourné leur attention juste assez pour que les Alliés reprennent l'initiative. Henri se redresse, le souffle court, tandis que les échos des tirs s'estompent. Bien joué, les gars. Ça les a surpris. Mais il sait que ce n'est que le début. Des renforts allemands arrivent déjà, leurs moteurs diesel grondant au loin. Le peloton a gagné du temps, mais l'encerclement se resserre. Que faire maintenant? Fuir dans la tempête ou tenir pour un miracle? Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Henri scrute l'horizon sombre, où des lueurs de phares perçant la nuit. Le vrai combat ne fait que commencer, et cette astuce idiote pourrait bien être leur seule chance de survie. Henri essuie une goutte de sang sur son visage. Pas le sien, mais celui d'un Allemand éclaboussé par la rafale. Le peloton, encore haletant, se regroupe dans la tranchée, les armes pointées vers l'obscurité où les corps de la patrouille gisent inertes, leurs uniformes feldgros tachés de neige rougeâtre. Le vent redouble, chassant les flocons qui collent aux barbes et aux cils des hommes. Vous sentez le picotement du froid sur votre peau, mêlé à l'adrénaline qui pulse dans vos veines comme un feu liquide. « Vérifiez-les », ordonne Henri d'une voix basse, rauque, en désignant les cadavres. Pierre et Louis rampent en avant, leurs bottes s'enfonçant dans la boue gelée. Ils fouillent les poches, cartes chiffonnées de la région, une boussole Wehrmacht et un chargeur de MP40 que Pierre glisse dans sa ceinture. Rien de bien utile, sergent, mais au moins on a du temps. Jacques, le radio, range son SCR 536 avec des mains tremblantes, le bourdonnement du court-circuit encore résonnant dans ses oreilles. Cette astuce, un simple contact forcé entre les fils pour créer un hurlement électronique, avait fonctionné comme un charme. 7 secondes de chaos pur, juste assez pour renverser la donne. Henri lui tape l'épaule. « Bon boulot, gamin, t'as les tripes d'un saboteur. » Mais pas le temps pour les félicitations. Au loin, les aboiements des chiens allemands percent la nuit, suivis du ronronnement croissant de moteurs, des Kübelwagen, ces jeeps blindés de la Wehrmacht qui convergent vers le secteur. Le lieutenant Becker, ce renard de Stalingrad, ne laissera pas passer une telle alerte sans riposte. Ces Panthers, ces monstres de 45 tonnes, avec leur KVK 42 de 75 mm, et pourraient bien rouler pour verrouiller la clairière. Henri rassemble le peloton en cercle serré, leurs visages éclairés par la lueur vacillante d'une lampe torche tamisée. 22 hommes, mais moins maintenant. 2 blessés graves. Le tireur d'élite Marcel, qui gémit en serrant son ventre perforé, et un autre avec une entaille au bras. Écoutez-moi bien, on ne peut pas rester. Les Fritz vont nous bombarder avec des Nebelwerfer à l'aube, ces lance-roquettes qui hurlent comme des sorcières. On file vers le ravin ouest. « Pierre, t'as vu la carte ?» Pierre hoche la tête, dépliant le papier volé, une topographie brouillée montrant la forêt des Ardennes comme un labyrinthe de collines et de ruisseaux gelés. La route N15 est coupée, mais un sentier étroit mène à la Meuse, à 5 kilomètres, où les renforts de la première armée américaine pourraient être en position. Le groupe se met en mouvement, courbé, les sacs à dos claquant doucement contre les uniformes kakis.
Vous avancez en file indienne, le souffle court, évitant les branches basses qui griffent comme des cerfs. Louis porte la barre sur l'épaule, son chargeur de 20 coups prêt à rugir. Jacques traîne le radio, son antenne ployée comme une canne brisée. La neige étouffe leurs pas, mais chaque craquement semble amplifier le danger. Henri ouvre la marche, son M1 Garand en bandoulière. Un Colt. 45 dans le holster pour les corps à corps. Il pense à sa femme à Lyon, à ses lettres non envoyées, et à la résistance où un tel truc stupide avait sauvé sa peau lors d'un sabotage de voie ferrée en 1943. Ici, dans les Ardennes, la bataille du Saillant, cette offensive allemande surprise lancée par Hitler le 16 décembre, a transformé la Belgique en enfer blanc. Les Alliés, pris au dépourvu, luttent pour refermer la brèche, mais des poches comme la leur pullulent. Soudain, un sifflement strident déchire l'air. Une roquette V1? Non, un éclat d'obus qui explose à 100 mètres, y projetant de la terre et des échardes dans la nuit. Le peloton plonge au sol, les cœurs martelant la poitrine. C'est les 88 millimètres, ils nous arrosent à l'aveugle, crie Pierre, couvrant Marcel de son corps. Les canons Flak 88, ces tueurs polyvalents que les Allemands adorent pour leur précision diabolique, tonnent depuis une crête voisine. Une seconde salve suit, plus proche, soulevant un geyser de neige qui recouvre les hommes comme un linceul. Henri hurle « Dispersion! Vers le ravin !» Les blessés sont traînés, les fusils crachent en réponse sporadique, mais c'est futile contre l'artillerie. Vous roulez dans un fossé, la boue glacée emplissant votre bouche, tandis que les explosions secouent le sol comme un tremblement de terre. Ils atteignent le bord du ravin, un goulet escarpé descendant vers un ruisseau gelé. Henri inspecte. Des mines pourraient y être, ces maudites S-mines qui sautent et criblent d'acier. Jacques, essaie le radio encore. Fréquence 27 MHz, appelle le QG de la 2e DB. Le gamin s'agenouille, tourne les molettes rouillées du SCR 536. Ici peloton Duval, coordonnées approximatives 50, 2 nord, 5, 8 est, encerclé. Besoin d'évacuation. Une voix craque enfin. Duval, ici, capitaine Leclerc, tenez bon. Un P-47 Thunderbolt est en route pour appui. ETA 20 minutes. 20 minutes? C'est une éternité dans cet enfer. Mais le répit est bref. Des phares perçant les arbres, une patrouille motorisée, 3 motos BMW R75 avec sidecar équipés de MG34 foncent le long du sentier. Les Allemands, alertés par les tirs, vrombissent comme des frelons furieux. « Halt! Feur !» beugle un motocycliste, sa mitrailleuse crachant une averse de balles qui ricoche sur les rochers. Le peloton riposte. Louis abat la première moto d'une rafale de barres, l'engin dérapant dans un craquement de métal tordu. Pierre vise le sidecar, son Thompson, 45, abattant 2 SS en uniforme noir. Mais la 3e moto zigzague, son conducteur évitant les balles, et lance une grenade à main style hand-granate qui explose près du ravin, projetant Marcel dans le vide. Le tireur hurle en tombant, son corps heurtant les pierres en contrebas. Henri jure en français, le cœur serré. « Couvrez-moi, je descends le récupérer. » Il glisse le long de la pente glissante, les mains écorchées par les racines gelées, tandis que les tirailleurs forcent les Allemands à reculer. En bas, le ruisseau craque sous la glace, et Marcel gît là, le visage pâle, une jambe brisée. « Sergent, c'est fini pour moi, » murmure-t-il, crachant du sang. Henri le soulève, ignorant la douleur dans son dos, et remonte tant bien que mal, aidé par les cordes improvisées des hommes. Le peloton forme un périmètre, les bazookas M1 pointés vers la route. Une explosion finale. Louis touche la dernière moto, qui s'embrase dans une boule de feu orangée, illuminant la nuit comme un phare infernal. Essoufflé, il s'abrite sous un surplomb rocheux, le blessé pensé à la va-vite avec des bandages souillés. Jacques reçoit un nouveau message. Thunderbolt en approche. Marquez votre position avec une fusée verte. Henri sort une Very Pistol de son sac. Son canon lisse froid contre sa paume. Mais au loin, le grondement des half-track allemands s'intensifie. Baker envoie ses blindés. Le peloton est au bord du gouffre. Et cette astuce de 7 secondes semble bien loin maintenant.
Vont-ils voir le jour? Ou l'aube les trouvera-t-elle en tombes anonymes dans la neige? Henri recharge son Colt. 45 d'un geste fluide, le clic métallique résonnant comme un avertissement dans le silence oppressant du surplomb rocheux. La neige continue de tomber en rideaux denses, collant aux rochers humides et aux uniformes trempés du peloton. Vous sentez l'humidité glacée s'infiltrer dans vos os, un froid qui mord plus fort que les éclats d'obus encore chauds éparpillés autour. Marcel gémit faiblement, sa jambe bandée avec un garrot improvisé fait de la chemise déchirée de Jacques. Le sang suinte à travers le tissu kaki, formant une tache sombre sur la pierre. « Tiens bon, mon vieux !» murmure Pierre en lui versant une gorgée d'eau de sa gourde, l'odeur métallique du sang se mêlant à celle de la terre remuée. Le grondement des half-tracks allemands s'amplifie, un ronflement diesel guttural qui fait vibrer le sol sous vos pieds. Ce sont des SDKFZ. 251, ces chenilles blindées de la Wehrmacht, capables de transporter une demi-douzaine de SS avec leur MG42 montés sur pivot. Henri plisse les yeux vers l'horizon noir, où des phares tamisés percent sporadiquement les flocons, comme des yeux jaunes dans la nuit. Becker nous traque. Il sait qu'on a filé par le ravin. Jacques, la fusée. Maintenant. Le radio, les lèvres gercées par le froid, sort la very pistol de l'étui d'Henri. Ses mains tremblent en chargeant la cartouche verte, le phosphore froid contre sa peau. Il vise le ciel obscurci et presse la détente. Un sifflement ascendant, puis un éclat vert émeraude explose au-dessus des arbres, illuminant la clairière d'une lueur spectrale qui danse sur la neige comme une aurore boréale maléfique. Le peloton retient son souffle, les fusils braqués vers le sentier en contrebas. Louis ajuste la sangle de sa barre, le fusil mitrailleur américain de calibre. 30-06 pesant lourd sur son épaule musclée. Il compte mentalement les chargeurs restants, 5, pas plus. Si le Thunderbolt arrive pas vite, on est bon pour danser avec les Panthers, grogne-t-il, son accent normand coupant l'air comme une lame. Henri acquiesce, son esprit de résistant bouillonnant d'idées désespérées. La bataille des Ardennes fait rage depuis des jours. L'offensive Wacht am Rhein de Hitler a percé les lignes alliées le 16 décembre, et des unités comme la 5e Panzer SS, avec leurs Tigers et leurs Half-Tracks, sèment la terreur dans ce chaos blanc. Le peloton Duval n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais Henri refuse de se laisser noyer. Soudain, un vrombissement lointain perce le hurlement du vent, pas les moteurs allemands, mais un ronronnement puissant, comme un essaim de frelons enragés. « C'est lui, le P-47 !» s'exclame Jacques, les yeux écarquillés. Le République P-47 Thunderbolt, ce chasseur bombardier de la 8e Air Force, avec ses 8 mitrailleuses Browning de 12, 7 mm et ses bombes de 500 livres, surgit des nuages bas, ses ailes trapues, découpant la nuit. Le pilote, un Texan nommé Jack Harlan, du moins, c'est ce que la radio a crachoté, repère la fusée verte et pique droit sur la zone. Mais les half-tracks allemands accélèrent, leurs phares balayant le ravin comme des projecteurs de prison. « Feuer ! Zerstör das Flugzeug !» hurle un officier SS depuis le véhicule de tête, et une MG42 ouvre le feu, traçant des lignes de balles traçantes orangées qui zèbrent le ciel. Le Thunderbolt rugit en piqué, ses moteurs, Pratt & Whitney R2800, hurlant à pleine puissance. Vous sentez le déplacement d'air quand il passe bas, si près que l'onde de choc secoue les rochers et fait voler la neige en tourbillon. Harlan lâche une salve de mitrailleuses, criblant le premier half-track de trous béants. Le blindage cède dans un jaillissement d'étincelles et l'engin dérape, percutant un arbre dans une explosion de carburant qui illumine la forêt d'un éclat infernal. Les SS sautent des épaves, ripostant avec leur MP-40, mais le P-47 boucle, larguant 2 bombes de fragmentation qui explosent en gerbes de shrapnel, fauchant les arbres et les hommes indistincts. Un cri guttural monte de la patrouille allemande. « Der Amerikaner, runter !» doit alors qu'un second half-track s'embrase, ses chenilles tordues crachant de la fumée noire. Henri profite du chaos. Avancez vers le ruisseau. Le peloton se rue en avant, trébuchant sur les corps encore chauds des motocyclistes vaincus plus tôt.
Pierre porte Marcel sur son dos, le blessé serrant les dents pour ne pas hurler à chaque secousse. Les explosions résonnent comme un orage apocalyptique, projetant des éclats qui sifflent autour de vous, un duveteux de neige soulevé par le souffle. Vous courez, le cœur cognant, évitant les cratères fumants où gisent des Feldgros carbonisés, leurs casques Stahlhelm fendus comme des noix. Le Thunderbolt repasse, mitraillant les survivants allemands qui fuient vers la crête. Harlan, dans son cockpit surchauffé, vise un dernier half-track, le transformant en boule de feu roulante qui bloque le sentier. Mais la victoire est fragile. Au milieu du ruisseau gelé, le peloton s'arrête pour reprendre haleine, l'eau craquant sous leurs bottes comme du verre brisé. Jacques tente une nouvelle transmission. Capitaine Leclerc, ici Duval, appui aérien efficace. Mais on a perdu du terrain. Besoin de cohorts pour la Meuse. La réponse grésille. Continuez nord-ouest. La première armée tient une tête de pont à Dinan. Évitez les routes. Les panzers y grouillent. Henri déplie la carte volée, la lueur du feu distant projetant des ombres dansantes sur le papier jauni. 5 kilomètres à pied, à travers un no man's land miné et patrouillé. On marche en silence. Louis, tu couvres l'arrière avec la barre. Pierre, aide-moi à porter Marcel. Ils reprennent la progression, longeant le ruisseau qui serpente entre des falaises escarpées, l'eau noire et gelée, reflétant les flares encore allumées au loin. La neige s'alourdit, transformant le monde en un cocon étouffant où chaque pas est une lutte. Vous entendez les échos distants de la bataille, le grondement des 90 mm allemands pilonnant des positions alliées, le vrombissement sporadique d'un Ju 87 Stuka qui pique sur un objectif invisible. Henri pense à l'astuce des 7 secondes, ce court-circuit idiot qui avait renversé la patrouille initiale. Ici, le Thunderbolt a fait le boulot, mais pour combien de temps? Becker, ce lieutenant rusé avec son expérience de la steppe russe, doit déjà réorganiser ses forces. Des rumeurs de radio parlent de renforts. La 116e division Panzer en approche, avec ses Jagdpanzer IV embusqués dans les bois. Soudain, un cliquetis sec brise la quiétude. Une branche cassée? Non. Pire, un piège. Une S-mine bondit du sol gelé devant Louis, propulsée par son ressort et explose en un nuage d'acier et de terre. Le mitrailleur hurle, touché à la jambe, son sang arrosant la neige en gouttes écarlates. « Merde! Une shrapnel mine !» crie Henri, plongeant pour le traîner à couvert. Les autres se dispersent, fusils levés, mais le ravin est un labyrinthe de ces saletés. Des mines anti-chars, Teller, enfouies sous la croûte, prêtes à pulvériser un pied imprudent. Pierre allume une torche pour inspecter, révélant un champ miné camouflé par les Allemands, des fils tendus comme des toiles d'araignées mortelles. Le peloton est coincé, les blessés s'empilant. Marcel agonisant, Louis jurant entre ses dents, et maintenant un autre homme, un simple soldat nommé René, avec des éclats dans l'épaule. Jacques murmure une prière, son SCR 536 muet sous les interférences. Henri scrute les ténèbres, cherchant une faille. On ne peut pas rebrousser chemin. Les half-tracks nous rattraperaient. Son regard tombe sur les mines. Des PMR-2, ces détonateurs à pression que la Wehrmacht adore. Une idée folle germe, stupide, comme l'autre fois. Pierre, donne-moi ta baïonnette, on va désamorcer un passage. Mais au loin, des aboiements de chiens et des cris en allemand signalent une nouvelle patrouille. Le temps file, et le peloton, épuisé, sent la peur ronger ses rangs comme un acide. Vont-ils creuser leur salut dans ce sol maudit, où les mines les engloutirent avant l'aube? Henri serre la baïonnette de Pierre entre ses doigts engourdis, la lame M1905 étincelant faiblement sous la lueur vacillante de la torche. Le vent hurle dans le ravin, portant les aboiements des chiens allemands comme un cœur sinistre, et l'odeur âcre de la poudre des explosions récentes se mêle à celle, métallique, des mines enfouies. Vous sentez la terre humide collée à vos genoux, le froid du sol remontant comme un poison lent dans vos membres. Louis gémit à voix basse, sa jambe blessée par la S-mine palpitant sous le bandage improvisé. Des éclats d'acier ont déchiré son pantalon kaki et le sang goutte en rythme sur la glace du ruisseau. « Sergent, laissez-moi.
Je peux ramper, souffle-t-il, mais sa voix se brise en un hoquet de douleur. Marcel, plus loin, est livide, son souffle rauque comme un râle. René, l'épaule criblée, serre son fusil M1 Garand comme un talisman, les yeux vitreux fixés sur les ténèbres. Pas le temps pour les héros, rétorque Henri d'un ton sec, son accent lyonnais tranchant l'air gelé. Il s'aplatit au sol, rampant vers la première mine visible, une Teller M6, ce disque anti-char de 5 kilos que les Allemands plantent comme des champignons mortels. La carte volée montre un réseau en zigzag, mais dans l'obscurité, c'est un pari aveugle. Pierre couvre son flanc, son Thompson. 45 près, le chargeur courbé cliquetant doucement. « Si ça pète, on est tous en morceaux », murmure-t-il. Mais Henri l'ignore, son esprit de résistant, forgé dans les nuits de sabotage en Vichy, focalisé sur le détonateur. Il enfonce la pointe de la baïonnette avec précaution, sentant la pression du ressort sous la croûte neigeuse. Un cliquetis infime, comme un verrou qui cède, et il soulève le disque, intact, révélé comme un serpent endormi. Première de fête, suivez mon passage, un par un. Le peloton avance à pas compter, contournant les fils tendus des S-mines, ces bondes, qui sautent à hauteur d'homme pour cribler de billes d'acier. Jacques, traînant le SCR 536 comme un boulet, marque le chemin avec des branches cassées, son cœur battant au rythme des cris allemands qui se rapprochent. « Hier, die Amerikaner sind geflohen !» Les chiens flairent l'air, leurs grognements gutturaux amplifiés par les parois du ravin. Vous progressez, le souffle court, évitant une PMR2 à pression qui pourrait transformer un pied en bouillie. Louis est porté par René, malgré sa propre blessure. Chaque pas fait craquer la glace, un son qui semble hurler dans le silence relatif. Henri pense à l'astuce des 7 secondes, ce court-circuit idiot qui avait semé la confusion initiale. Ici, c'est une danse avec la mort, 7 pas potentiellement fatals pour franchir ce damné champ. Ils émergent de l'autre côté haletant et quand les phares des Kübelwagen percent les arbres en amont. 3 jeeps blindés, moteurs ronflants, dévalent le sentier avec une escouade de SS de la Das Reich. Une dizaine d'hommes en manteau de camouflage neige, leurs MP40 et STG-44. Ces fusils d'assaut novateurs à chargeur courbé braqués en avant. Un officier, peut-être un lieutenant avec un monocle fendu, aboie des ordres. Umzingeln, Ken Gefangenen. Les chiens sont lâchés, leurs truffes humides flairant le sang de Louis. Henri plaque le peloton contre une paroi rocheuse, l'ombre des falaises les camouflant à peine. « Attendez mon signal, on les attire dans les mines restantes. » Pierre hoche la tête, chargeant son Thompson avec un claquement sec. Louis, malgré la douleur, arme sa barre, le canon encore chaud de la mêlée précédente. Les Allemands avancent, leurs bottes claquant sur la neige, ignorant le piège. Un chien tire sur sa laisse, reniflant trop près d'une Teller enfouie. Henri retient son souffle, comptant mentalement 5 secondes avant qu'il ne franchisse la ligne. 4. Les SS balayent le secteur avec des torches, leurs faisceaux dansant comme des fantômes. 3. Un soldat trébuche sur un fil. Clic. La S-mine bondit, explosant en un nuage de shrapnel qui fauche 2 Allemands dans un hurlement déchirant. « Achtung, Minenfeld !» crie l'officier, mais c'est trop tard. Une Jeep roule dessus, son pneu éclatant sur une Teller qui soulève l'avant dans une gerbe de feu et de métal tordu. Les SS ripostent à l'aveugle, leurs balles sifflant contre les rochers, ricochant comme des guêpes enragées. Henri bondit, feu à volonté. Le peloton déchaîne l'enfer. Pierre arrose avec sa Thompson, fauchant un SS qui charge, son corps s'effondrant dans la neige rouge. Louis, grimaçant, lâche une rafale de barres qui crible la Jeep en feu, transformant le conducteur en torche vivante. Jacques, protégeant le radio, tire avec son M1, une balle touchant un chien qui couine avant de s'immobiliser. Vous sentez la chaleur des explosions lécher votre visage, l'odeur de caoutchouc brûlé et de chair grillée envahissant l'air. Les Allemands, paniqués, reculent, mais l'officier ordonne un contre-feu. Une MG42 montée sur la 3e Kübelwagen crache une averse mortelle, ses 1200 coups par minute taillant les buissons comme une faux. Une balle frôle l'épaule d'Henri, déchirant sa veste.
René hurle, touché à la cuisse, s'effondrant près de Marcel qui agonise en silence. Henri riposte avec son Colt, 45, le revolver tonnant dans sa main, abattant l'officier d'une double détonation en pleine poitrine. Le monocle vole en éclats et l'homme bascule, son STG-44 dégringolant dans le ruisseau. Les SS survivants fuient, laissant derrière eux un carnage. 3 corps inertes, une Jeep carbonisée bloquant le passage, et les chiens errants gémissant dans la nuit. Mais le prix est lourd. René saigne abondamment, et Louis pâle comme un linge, perd connaissance dans les bras de Pierre. On les a repoussés, mais pour combien de temps? Grogne Henri, rechargeant son Colt d'un geste mécanique, les cartouches luisant dans la lueur des flammes. Ils reprennent la marche, plus lent, portant les blessés sur des brancards improvisés de branches et de manteaux. Le ruisseau serpente vers le nord-ouest, ses berges escarpées offrant un abri précaire contre les patrouilles. Jacques active le SCR 536 une fois de plus. Base, ici Duval. Passage miné, sécurisé, mais blessés multiples. Direction Dinan. La réponse craque, entrecoupée. Tenez, la 101e Airborne sécurise le secteur. Évitez les villages, les Fallschirmjäger y sont tapis. Henri consulte la carte, traçant un chemin sinueux à travers les bois denses, où les pins noirs se dressent comme des sentinelles hostiles. La neige tombe plus drue, effaçant leurs traces, mais aussi la vue. Chaque ombre pourrait cacher un Jagdpanzer ou un sniper de la 5e Panzer SS. Au bout d'une heure d'agonie, les gémissements des blessés rythmant les pas, ils atteignent une clairière bordant la Meuse. L'eau noire coule en contrebas, gelée par plaques, reflétant les flards lointains de la bataille. Dinan est en vue, ses lumières tamisées clignotant comme un phare dans la tourmente. Mais un grondement sourd émerge des arbres, pas un half-track, pire, un Tiger I, ce monstre de 57 tonnes avec son canon KWK-36 de 90 mm, pivotant sa tourelle vers la clairière. Becker, ce diable de lieutenant, a flairé leur piste. Le peloton se fige, les cœurs suspendus. Une salve d'obus pourrait les balayer en un instant. Henri serre son main, une idée désespérée germant. Réutiliser un truc stupide pour tromper le géant d'acier. Où est-ce la fin dans ce no man's land ardennais? Henri fixe le monstre d'acier qui émerge des ombres des pins, son blindage incliné luisant sous les flocons épars, comme une bête préhistorique sortie de la nuit. Le Tiger I, ce colosse de la 5e Panzer SS, pivote sa tourelle massive avec un grincement hydraulique sinistre, son canon KWK-36 de 90 mm pointé droit sur la clairière comme un doigt accusateur. Vous sentez le sol trembler sous les chenilles larges qui broient la neige et la terre gelée. Un vrombissement diesel profond qui fait vibrer vos os et noie les gémissements des blessés. L'odeur de caoutchouc brûlé des combats précédents se mêle à celle huileuse du géant allemand, et l'air froid porte les ordres étouffés de l'équipage. L'Aden, Feuerbereit. Becker doit être à l'intérieur, ce lieutenant aux yeux froids de Stalingrad, dirigeant la bête depuis sa tourelle surélevée. Le peloton se plaque au sol derrière les rochers bordant la Meuse, les cœurs battant un tambour effréné. Pierre, le visage maculé de boue et de sueur gelée, serre son Thompson. 45 si fort que ses jointures blanchissent. Il porte toujours Marcel sur son dos, le blessé dont le souffle est un sifflement faible, comme un bellot déchiré. Louise, traînée par René malgré sa jambe mutilée, arme la barre d'une main tremblante, le fusil mitrailleur cliquetant contre les pierres. Jacques, agenouillé près du SCR 536, murmure une transmission désespérée. Base, Tiger en vue, position 50, 3 nord, 5, 7 est. Besoin d'artillerie lourde maintenant. Mais le talkie-walkie grésille en vain, avalé par les interférences des flards et des explosions distantes qui illuminent l'horizon. La bataille du Bulge rage toujours, avec la 101e Airborne tenant Bastogne à quelques kilomètres. Mais ici, dans ce recoin ardennais, ils sont seuls.
Henri calcule à la vitesse de l'éclair, son esprit de résistant, aiguisé par des embuscades en Auvergne, cherchant une faille dans cette forteresse roulante. Le Tiger est invincible de front, son blindage frontal de 100 mm dévie les obus des M4 Sherman comme des cailloux, et son 98 mm peut percer un bunker à 2 km. Pas de charge frontale, les gars, on l'attire dans le ruisseau gelé, la glace ne tiendra pas son poids. Les hommes échangent des regards incrédules. C'est stupide, risqué, comme ce court-circuit de 7 secondes qui avait renversé la patrouille initiale. Mais l'alternative est la mort. Un obus et ils ne seront plus que des cratères fumants. Pierre allume une fusée éclairante vers la rive opposée. Louis prépare un bazooka M9. Jacques simule une transmission bruyante pour les appâter. Le radio hoche la tête, ses doigts gourds actionnant le SCR 536. Il force un nouveau court-circuit, ce truc idiot appris dans les maquis. Un contact forcé qui fait hurler l'appareil comme une banshee électronique. Le sifflement strident jaillit, amplifié par le silence oppressant, et les phares du Tiger pivotent vers le son, balayant la clairière d'un faisceau jaune pâle. Pierre tire une fusée verrie rouge depuis la berge, l'éclat illuminant la Meuse comme un ruban de sang gelé, attirant l'attention de l'équipage. Le Tiger avance, ses chenilles craquant la glace du bord, un grondement qui fait se dresser les poils sur vos bras. « Vorwärts! Sisanda !» beugle le chargeur depuis l'écoutille, ignorant le piège. Henri compte mentalement. 7 secondes avant que le monstre ne s'engage pleinement sur la glace. 6. Le peloton se déplace en silence, rampant vers un bosquet de saules nains qui borde le ruisseau élargi. 5. Le Tiger franchit la rive, son poids de 57 tonnes faisant gémir la glace comme un os qui se brise. 4. Jacques coupe le hurlement du radio, plongeant tout dans un silence tendu, seulement brisé par le craquement croissant sous les chenilles. 3. Henri fait signe. Louis se redresse, le bazooka M9, ce lance-roquette américain de 60 mm, est chargé d'une ogive à charge creuse, posée sur son épaule blessée. 2. La glace cède par endroits, des fissures zébrant la surface comme des veines noires, mais le pilote pousse les gaz, le moteur Maybach HL 230 rugissant en réponse. 1 seconde. Feu! Henri murmure et Louis presse la détente. Le bazooka crache une traînée de feu orangé, l'ogive sifflant vers le flanc du Tiger. Pas pour percer le blindage, mais pour distraire. L'explosion secoue l'air, projetant des éclats contre la tourelle, et l'équipage réagit. La mitrailleuse coaxiale MG-34 ouvre le feu, arrosant le bosquet d'une averse de balles qui taille les branches comme une tondeuse infernale. Mais c'est le signal. La glace, affaibli par le poids et les vibrations, se rompt en un craquement assourdissant. Le Tiger s'enfonce d'un coup, l'avant plongeant dans l'eau noire et glacée de la Meuse, les chenilles battant l'air en vain. « Hilfe! Wir sinken !» hurle le pilote paniqué, tandis que l'eau envahit les trappes, noyant le moteur dans un bouillonnement furieux. Le peloton profite du chaos. Il sprinte le long de la berge, évitant les tirs sporadiques de l'équipage qui émerge, trempé et furieux, leur MP40 crachotant dans le vide. Pierre abat un SS qui grimpe sur la rive, son Thompson tonnant 2 fois. René boitant, tire une rafale de M1 qui touche le chargeur au bras, l'envoyant replonger dans le courant gelé. Vous courez, le souffle brûlant vos poumons, la neige volant autour comme des confettis mortels, tandis que le Tiger gît à moitié submergé, sa tourelle pivotant follement mais impuissante, bloquant la poursuite. Becker, si c'est lui, doit jurer dans son habitacle inondé, son plan de traque noyé dans la Meuse. Ils atteignent enfin les abords de Dinan, les lumières tamisées de la ville perçant la brume comme un mirage. La première armée américaine tient une tête de pont sur la rivière, avec des M4 Sherman garés en ligne défensive et des sentinelles de la 2e division blindée patrouillant les rues pavées. Henri halète, portant Louis sur son épaule, tandis que Jacques crie « Alliés, ne tirez pas, peloton Duval, rescapés des Ardennes !» Une voix américaine répond depuis un bunker. « Avancez lentement, identifiez-vous !» Des fusils M1 se lèvent, mais pas de tir. Un capitaine Leclerc émerge, son uniforme kaki couvert de boue, et ordonne « Mettez-les à l'abri, infirmerie pour les blessés !»
Le peloton franchit la ligne, s'effondrant dans la chaleur relative d'un poste de commandement, où l'odeur de café et de tabac remplace celle de la poudre. Marcel est évacué sur une civière, son sort incertain. Louis est pansé par un médic, sa jambe sauvée mais marquée à vie. Henri s'assoit, épuisé, un sourire lasse aux lèvres tandis que Leclerc lui serre la main. « Vous avez tenu, sergent. Ce tigre dans la Meuse, c'est votre œuvre ?» Henri hoche la tête, pensant à l'astuce stupide, ce hurlement radio et la glace piégée, une variante de 7 secondes qui avait renversé le géant. Mais au loin, les canons tonnent encore. La bataille n'est pas finie, et des poches allemandes persistent, avec Becker peut-être déjà en train de réorganiser ses SS pour une contre-attaque. Tandis que l'aube grise se lève sur les Ardennes, teignant la neige de rose pâle, Henri sait que leur survie n'est qu'un répit. Les renforts alliés affluent, mais les panzers rôdent toujours. Et ce truc idiot pourrait bien devoir être réutilisé avant que la poche ne se referme pour de bon. L'aube se lève sur Dinan comme une promesse fragile, ses rayons pâles filtrant à travers les nuages bas et effleurant la neige souillée de la Meuse. Le peloton Duval, ce qui en reste, franchit le pont de pierre gardé par des sentinelles de la première armée américaine, leur M1 Garand pointé mais abaissé en signe de reconnaissance. Vous sentez l'odeur de la rivière, un mélange d'eau stagnante et de métal rouillé, se mêler à celle, réconfortante, du bois brûlé dans les braseros des positions alliées. Henri Duval, le sergent aux épaules voûtées par l'épuisement, porte toujours Louis sur son dos, le mitrailleur dont la jambe blessée traîne comme un poids mort. Pierre Laurent suit de près, soutenant René qui boite, son épaule pansée à la va-vite avec un chiffon kaki imbibé de sang. Jacques Moreau, le radio, serre son SCR 536 contre sa poitrine comme un enfant son doudou, l'appareil encore chaud du dernier court-circuit qui avait appâté le Tiger. Le capitaine Philippe Leclerc, commandant de la 2e division blindée, un Breton au regard d'acier, vétéran de la libération de Paris, les accueille dans le poste de commandement improvisé, une ferme réquisitionnée aux murs de pierre, noircie par les obus. Duval, par le diable, vous êtes des chats. Ce Tiger englouti dans la Meuse fait jaser tout le secteur. Les éclaireurs rapportent qu'il bloque le passage au renfort SS. Henri hoche la tête, déposant Louis sur une paillasse où un médic de l'armée, un jeune sergent nommé Tom Wilkins, avec un accent texan traînant, commence à examiner la plaie. L'air est chargé d'iode et de café amer bouilli sur un réchaud Coleman. Les cartes topographiques de la région jonchent une table de bois, marquée de croix rouges indiquant les avancées allemandes de l'offensive Wacht am Rhein. Les hommes s'effondrent sur des bancs, leur corps rompu par la nuit d'enfer. Marcel, le tireur d'élite, est emporté sur une Jeep Willys vers l'hôpital de campagne à proximité, son visage cireux disparaissant dans la brume matinale. « Il tiendra peut-être », murmure Wilkins en coupant le pantalon de Louis pour exposer la déchirure causée par la S-mine, des éclats d'acier incrustés dans la chair, infectés par le froid. Henri s'assoit enfin, ses mains tremblant légèrement alors qu'il allume une Lucky Strike, la fumée âcre chassant le froid de ses poumons. « On a perdu 5 hommes, capitaine, dont 2 dans le ravin. Mais ce truc stupide, le hurlement du radio et la glace piégée, nous a sortis du piège. 7 secondes de plus et Becker nous avait. » Leclerc déplie une carte plus large, montrant le saillant des Ardennes comme une plaie béante dans les lignes alliées. La 5e Panzer SS Das Reich, sous le commandement du général Hasso von Manteuffel, avait percé le 16 décembre, surprenant les Américains dans leur repos hivernal. Des milliers de soldats, des civils belges piégés dans le froid, et des blindés comme les Panthers et les Tigers, semant la mort dans la forêt enneigée. Votre peloton était une poche isolée, Duval, mais en coulant ce Tiger, vous avez ralenti leur flanc ouest. Nos P-47 Thunderbolt de la 8e Air Force peuvent maintenant bombarder sans crainte ce secteur. Et Bastogne tient toujours, la 101e Airborne, ces diables, résiste avec du courage pur. Il tape l'épaule d'Henri, un geste fraternel qui vaut toutes les médailles. Jacques, réconforté par une tasse de bouillon chaud, active son SCR 536 pour un rapport final. Ici, peloton Duval, position sécurisée à Dinan.
demande évacuation blessés. La réponse vient claire cette fois, sans interférence. Reçu. Camion GMC en route. Bon boulot, les gars. Les hommes rient faiblement, un son rauque qui brise la tension accumulée. Pierre, l'Alsacien aux yeux hantés, fouille les poches d'un SS mort qu'ils ont traîné, un portefeuille avec une photo jaunie d'une femme à Berlin, une lettre froissée en allemand. « Mon cher Klaus, reviens vite, les bombes alliées pleuvent. » Becker, peut-être, ce lieutenant endurci par les steppes russes, dont le Tiger gît maintenant comme un tombeau aquatique, son équipage capturé ou noyé dans les eaux glacées. Dehors, le jour progresse, et les bruits de la guerre s'estompent légèrement. Plus de grondements de Halftrack, de KFZ 251, mais encore des salves sporadiques des Nebelwerfer allemands, ces organes de Staline qui hurlent leur mort depuis les crêtes. Henri sort fumer une autre cigarette, adossée au mur de la ferme, observant les Sherman M4 stationnés en ligne, leurs canons de 60 Lanley pointés vers l'est. Vous sentez le soleil timide réchauffer votre visage, chassant l'odeur persistante de la poudre et du sang, remplacée par celle de la terre dégelée. Il pense à Lyon, à sa femme qui attend des nouvelles via la Croix-Rouge, et à la résistance où des trucs stupides, comme saboter des lignes télégraphiques avec un simple fil court-circuité, avaient renversé des plans nazis entiers. Ici, dans les Ardennes, ce peloton de 22 était passé à 15, mais ils avaient survécu, non par la force brute, mais par l'ingéniosité née du désespoir. Leclerc rejoint Henri, une radio portative à la main. Nouvelle du front. Patton pousse sa 3e armée depuis le sud et Montgomery resserre le nord. La poche se referme. Vos actions Duval ont donné du temps précieux à la première armée pour fortifier Dinant. Ce Tiger bloqué, ça va faire un rapport intéressant au QG de Montgomery. Henri sourit, un rictus fatigué. Dites-leur que c'était idiot, capitaine. 7 secondes de bruit et un peu de glace. Mais ça a marché. Les blessés sont évacués dans des ambulances Dodge, sirènes hurlant vers l'arrière. Louis salue faiblement de la main. Sa Baer confiée à un autre mitrailleur. Pierre et Jacques reçoivent des rations C, conserves de jambon et biscuits durs et s'endorment enfin, roulés dans des couvertures kaki. Tard dans l'après-midi, alors que le peloton est réaffecté à une unité de réserve, Henri contemple la Meuse, depuis le pont. L'épave du Tiger émerge à moitié, ses chenilles tordues comme des griffes vaincues, un symbole muet de la marée qui tourne. Becker, capturé par une patrouille de reconnaissance, est interrogé dans une grange voisine. Ses aveux, arrachés sous la menace d'un Colt. 45 révèlent que la 5e Panzer SS, privée de ce blindé clé, a dû contourner, laissant une brèche pour les Alliés. La bataille des Ardennes, ce bulge qui a coûté 80 000 vies américaines, s'achève en janvier 1945. Mais ici, dans ce coin de Belgique gelée, le peloton Duval a écrit sa page. Un sauvetage absurde, humain, forgé dans la peur et l'intelligence brute. Henri range son M1 Garand dans un râtelier, prêt pour la suite. Berlin n'est pas loin. Mais pour l'instant, dans le calme relatif de Dinant, il sait que ce truc stupide de 7 secondes a non seulement sauvé son peloton, mais contribué à refermer la plaie du saillant. La guerre continue, impitoyable, mais ces hommes, marqués à jamais, portent en eux la preuve que l'ingéniosité triomphe parfois de l'acier et du destin. L'aube nouvelle porte l'espoir d'une Europe libérée, un pas de plus vers la victoire.